Comment se fait-il que les accusations de violation de l'espace aérien par la Russie se multiplient en ce moment même dans plusieurs pays de l'OTAN? Pourquoi Donald Trump envisagerait-il de relancer des frappes à longue portée contre la Russie alors que la situation en Ukraine semble si précaire? Est-ce que tout cela n'est qu'une façade, un grand mensonge orchestré pour masquer la réalité du terrain? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Nous observons de près la situation tendue entre l'OTAN, la Russie et les États-Unis. Ces dernières semaines, des accusations ont été portées contre les forces russes concernant des violations de l'espace aérien, une situation qui soulève de nombreuses questions. En ce moment même, nous avons sur le plateau Kit Kellogg, l'envoyé spécial de Trump pour l'Ukraine, et le vice-président J.D. Vance, qui rapporte que Trump envisage des frappes plus importantes sur le territoire russe. Mais comment évaluer la tension actuelle? Il est difficile de croire que la guerre en Ukraine est sur le point de se terminer, comme l'avait promis Trump, et on ne voit pas de paix à l'horizon. Ce que nous observons, c'est une nouvelle forme de tromperie, un grand stratagème. Et je ne parle pas ici de science-fiction, mais d'une manipulation bien orchestrée. Le premier mensonge vient d'Ukraine, en collaboration avec les Britanniques. C'est un plan britannique à 100%, soutenu par l'OTAN et l'Europe. Nous assistons à plusieurs narrations qui se croisent en ce moment. L'une d'entre elles prétend que l'Ukraine pourrait remporter la victoire sur le champ de bataille. En effet, l'Ukraine a rassemblé ses dernières forces offensives. Ils ont déployé des drones et commencent à mener des contre-attaques, notamment au nord de Pokrovsk. Permettez-moi de rappeler à tous de se plonger dans l'histoire avant de parler de contre-attaque. Les nazis, jusqu'à leur dernier jour dans la bataille de Berlin, ont mené des contre-attaques locales. Ils ont réussi à repousser les Russes de certains villages et à leur infliger des pertes. Pourtant, ils ont fini par perdre la guerre. L'un des plus grands contre-offensives de l'histoire moderne a été la bataille des Ardennes. Nous avons repoussé les Allemands de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et même du Luxembourg. Et pourtant, ils ont réussi à percer à travers un autre secteur, nous prenant au dépourvu, ce qui a conduit à des combats sanglants, mais ils ont tout de même perdu la guerre. Actuellement, l'Ukraine a réussi à créer un événement local en lançant une contre-attaque, mais cette contre-attaque semble avoir atteint sa fin. Vous ne lisez pas cela dans les médias, mais regardez attentivement les Russes. Ils ont stabilisé la situation. Ils ont également amélioré leurs capacités en matière de drones. Les Ukrainiens ont déployé une multitude de drones, mais les Russes ont su réagir. La guerre des drones a ses propres règles. À un moment donné, un groupe de pilotes de drones doit se lever le matin, faire décoller leurs appareils depuis un endroit fixe. Ces opérateurs, ce sont des personnes, et une fois qu'ils ont établi leur base d'opération, ils ont tendance à rester sur place. Les Russes utilisent comme des radars pour suivre tous les mouvements, analyser le champ de bataille, et ils finissent par repérer les coordonnées des Ukrainiens, qui subissent alors des pertes significatives. Aujourd'hui, il est devenu incroyablement dangereux d'être un opérateur de drones ukrainiens sur le front nord de Pokrovsk, car les pertes sont quotidiennes. Les Russes reprennent le dessus dans cette guerre des drones. Ils vont non seulement repousser les Ukrainiens, mais aussi les anéantir, comme cela s'est produit à Koursk et ailleurs. Tout cela était prévisible. Que devait-il se passer ensuite? Les Ukrainiens devaient rencontrer Trump à l'Assemblée générale, un rendez-vous qui avait été planifié de longue date. Ils devaient représenter leur succès. Regardez, nous gagnons, nous pouvons le faire. Trump aurait dû dire « Formidable, nous allons vous soutenir dans cette victoire, nous allons continuer à vous soutenir. » En parallèle, ils orchestrent des attaques de drones, exploitant les failles russes. Les Ukrainiens réorientent même certains drones russes, les envoyant en Pologne pour que les Polonais tirent sur leur propre village. Et il y a cette histoire autour de l'utilisation des drones au-dessus du Danemark. C'est une manœuvre ukrainienne. Ils lient cela à la flotte pétrolière russe, ce qui les pousse à agir. Ils veulent stopper ces navires qui tournent autour du Danemark et lancent des drones qui deviennent des porte-drones. Et ensuite, lorsqu'il rencontre Trump, ce dernier se demande si ce que dit Zelensky est vrai. Si ce que dit Zelensky est correct, pourquoi diable ne pas faire preuve de prudence? C'est là que réside l'absence de maturité et de sérieux de la situation, car il s'agit d'un dialogue entre Trump et Zelensky. On entend des appels à revenir aux frontières de 1991. Mais pourquoi faire cela alors que vous prétendez remporter la guerre? Vous êtes formidable, regardez ces photos, vos chars, vous déchirez tout. Les responsables militaires vous applaudissent. Bravo, vous avez reçu une médaille.
Et pourtant, la réalité est que les États-Unis ne prévoient pas de fournir d'armement. Ils vont vendre des armes à l'OTAN si ceux-ci les achètent, mais il n'est pas question de les donner aux Ukrainiens. En fait, les contrats pour fournir des armes à l'OTAN sont actuellement au plus bas, car tout notre armement doit d'abord rester chez nous. Nous avons la Chine et d'autres préoccupations. Vous pourriez voir des armes arriver en 2027, 28 ou 29. Et là encore, ce serait « Continuez à lutter, vous êtes incroyables ». Que voulez-vous? Des Tomahawks? Oui, nous avons besoin d'attaques à longue portée pour gagner cette guerre. Les Britanniques le savent, car vous avez déjà utilisé des drones britanniques pour frapper la Russie. Bravo, c'est noté. Mais n'oublions pas que Trump a aussi déclaré à la fin de l'année précédente qu'il savait très bien que des frappes à longue portée soutenues par les États-Unis mèneraient à une guerre nucléaire avec la Russie. Il a construit sa campagne sur le refus d'une telle guerre. Il a clairement dit que les États-Unis ne permettraient pas l'utilisation de leurs armes de cette manière. Les missiles ATACMS, par exemple, ne peuvent pas être utilisés à pleine capacité. Les États-Unis ne vendent pas de Tomahawks à tout le monde. Ils en fournissent à nos alliés britanniques, mais cela ne signifie pas qu'ils seront vendus à quiconque. Alors, qui veut une missile à portée intermédiaire avec un potentiel nucléaire qui pourrait bouleverser tout l'équilibre mondial? Formez une file d'attente. Ukraine, voulez-vous frapper Moscou avec ces missiles? Pourquoi pas? Car seuls les Américains peuvent programmer le système de guidage. Cela signifie que chaque cible touchée par les Ukrainiens avec des Tomahawks, véritablement contrôlés par les États-Unis, pourrait inciter les Russes à réagir. Leur doctrine nucléaire stipule que toute frappe profonde, même conventionnelle, effectuée par un pays non nucléaire mais soutenue par une puissance nucléaire, pourrait entraîner de graves conséquences. Est-ce que l'Ukraine recevra un jour des missiles Tomahawk? Est-ce que Donald Trump a vraiment le pouvoir de changer la donne dans le conflit actuel? Et pourquoi le traité sur les armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie est-il si crucial? Telles sont les questions brûlantes qui nous préoccupent aujourd'hui, alors que les tensions géopolitiques atteignent des sommets inédits. Récemment, des déclarations alarmantes ont circulé, suggérant que des options militaires extrêmes étaient envisagées. Mais soyons clairs, l'idée que des missiles Tomahawk soient un jour offerts à l'Ukraine est tout simplement absurde. Donald Trump n'a jamais promis une telle chose, tout comme J.D. Vance, qui a mentionné que l'Ukraine avait formulé de nombreuses demandes, mais cela ne signifie pas que ces demandes seront satisfaites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les discussions qui ont lieu sont loin d'être synonymes de décisions concrètes. Prenons un autre exemple d'arme qui, selon les rumeurs, pourrait également ne jamais arriver en Ukraine, le missile à longue portée IRAM. Bien que 3200 de ces missiles soient censés être disponibles, la réalité est que le seul contrat existant concerne la production d'un prototype dont la livraison est prévue pour le mois prochain. En d'autres termes, même si cette nouvelle arme est fortement désirée par les Ukrainiens, il n'y a pas de fonds alloués pour construire des usines ou produire de véritables missiles en série. Les États-Unis, qui se retirent progressivement de l'assistance, laissent l'Europe seule face à cette crise. Comme l'a souligné la responsable de la politique étrangère européenne, il n'y a pas de ressources disponibles pour soutenir l'Ukraine dans cette guerre. Il est également essentiel de se pencher sur le traité New START, qui régit les arsenaux nucléaires des États-Unis et de la Russie. Ce traité doit expirer dans quelques mois et le président russe, Vladimir Poutine, a proposé une prolongation d'1 an pour de nouvelles négociations. Cependant, les États-Unis semblent peu préoccupés par cette échéance. Historiquement, durant la guerre froide, les deux superpuissances avaient accumulé près de 30 000 têtes nucléaires. Aujourd'hui, ce chiffre a été réduit à 1550, mais cela reste bien trop élevé. Si ce traité venait à expirer, les États-Unis pourraient rapidement quadrupler leur arsenal nucléaire, sans aucune intention de ralentir ce processus. Imaginez un instant. En quelques jours ou semaines après l'expiration du traité, les États-Unis pourraient déployer entre 6 000 et 8 000 têtes nucléaires. Un tel retour à la course aux armements pourrait inciter la Russie à faire de même. Les conséquences d'une telle escalade seraient catastrophiques, et on pourrait voir l'émergence d'un risque de guerre nucléaire à presque 100%. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité désolante. Et que dire du fait que, pendant que les Américains s'inquiètent pour leurs finances, une nouvelle course aux armements pourrait coûter près de 4 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie? Ce montant colossal, que les États-Unis n'ont pas, pourrait les pousser à prendre des décisions irréfléchies, mettant ainsi en péril l'avenir de l'humanité. La légèreté avec laquelle les États-Unis abordent cette question est alarmante. L'importance de prolonger ce traité ne saurait être sous-estimée,
il s'agit littéralement d'une question de vie ou de mort. Il est crucial que le public comprenne l'ampleur des enjeux en jeu et que les dirigeants prennent conscience de leurs responsabilités face à cette crise. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'explorer avec moi ces questions vitales qui touchent tant notre monde. Qui était réellement Scott Ritter, cet ancien inspecteur de l'ONU, et pourquoi sa voix résonne-t-elle avec tant d'impact dans le débat sur les armements modernes? Quel secret dissimule-t-il derrière son parcours en tant qu'officier du corps des Marines des États-Unis et expert en désarmement? Dans un monde où l'information abonde, la perspective d'un homme ayant été au cœur des conflits internationaux mérite une attention particulière. Scott Ritter, en tant qu'ancien inspecteur de l'Organisation des Nations Unies, a passé des années à scruter les arsenaux d'armement de divers pays, cherchant à garantir la paix et la sécurité internationale. Sa carrière ne se limite pas à son rôle à l'ONU. Il a également un passé riche en tant qu'officier de renseignement dans le corps des Marines des États-Unis. Ce parcours lui confère une expertise unique sur les enjeux militaires et stratégiques contemporains. En effet, ses analyses incisives et son approche sans concession font de lui une figure souvent controversée, mais indéniablement influente dans le paysage médiatique. Sur la chaîne Monde Actu, nous plongeons dans les réflexions et les observations de Scott Ritter. Son regard critique sur les politiques de défense et son analyse des conflits armés offrent une perspective rare. À travers ses interventions, il remet en question les narratives dominantes et invite le public à réfléchir plus profondément sur les véritables enjeux qui se cachent derrière les opérations militaires et les décisions politiques. Ritter ne se contente pas de relater des faits, il invite à une réflexion sur la nature même du pouvoir et des responsabilités qui en découlent. Comment ces expériences en tant qu'inspecteur peuvent-elles éclairer notre compréhension des conflits actuels? Quel rôle joue la transparence dans la diplomatie moderne? À travers ces mots, Scott Ritter nous pousse à remettre en question la manière dont nous percevons les informations diffusées par les grands médias. Il est essentiel de ne pas ignorer ces voix qui, comme celle de Ritter, apportent un éclairage critique sur des sujets souvent complexes. Rejoignez-nous sur Monde Actu pour explorer ces questions fondamentales et découvrir comment les expériences de Scott Ritter peuvent influencer notre vision du monde contemporain.